Les libertés individuelles sont-elles menacées en France? C'est une question qu'on va vous poser à tous les 6. On vous présente tout de suite Nathalie Saint-Cric, éditorialiste politique à France Télévisions. Bonsoir. Bonsoir. Jean Quatremer, journaliste correspondant à Bruxelles pour Libération. Vous avez écrit Les salauds de l'Europe chez Kalman Levy. Bonsoir et bienvenue à vous. Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne. Bonsoir. Bonsoir. Rudi Reichstadt, directeur de l'Observatoire du conspirationnisme et fondateur du site Conspiracy Watch. C'est un site qui scrute les mouvements conspirationnistes. Vous avez écrit, vous, L'opium des imbéciles. On est dans les titres forts, L'opium des imbéciles, chez Grasset. Isabelle Bonsoir. Saporta, vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur du livre Rendez-nous la France chez Fayard. Étienne Gernel, directeur de la rédaction du magazine Le Point, avec cette semaine une une qui nous dit Amazon, Google, Facebook, sommes-nous tous leurs esclaves? Et Brice Teinturier, vous restez avec nous, vous avez encore d'autres résultats de sondage. Alors on a choisi d'ouvrir ce chapitre en vous faisant écouter une auditrice de France Inter, c'était il y a quelques jours, un matin, face à la philosophe Cynthia Fleury. Et cette femme, écoutez-la, ne reconnaît plus sa maman. Je ne reconnais plus ma maman, qui est devenue complotiste, qui se nourrit de vidéos YouTube, qui refuse le masque, qui se coupe d'activités qu'elle faisait parce que maintenant il faut porter le masque. Le test PCR, c'est pour prendre de l'ADN, enfin bon, tout un vocabulaire avec lequel j'ai jamais entendu parler de sa vie. Et là, c'est des mots et des phrases qui lui ressemblent pas. Toutes nos conversations ne tournent plus autour que du coronavirus et de la gestion et de la vérité qu'il faut que je connaisse. Et j'aimerais bien garder le contact, mais contre-argumenter peut-être à sortir de là parce que je commence à m'inquiéter. Elle s'inquiète pour sa maman qu'elle dit avoir viré complotiste. Ça arrive dans beaucoup de familles depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Qu'est-ce que ça dit, Nathalie? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette dame? Je pense que ça dit d'abord une forme de souffrance, c'est-à-dire que des gens supportent très mal l'épidémie. Ça dit aussi probablement une volonté de rationaliser quelque chose qui est irrationnel. Parce que quand on explique qu'il y a une espèce de complot autour de vous, ça rationalise d'une certaine façon quelque chose qui nous est tombé dessus et qu'on ne peut pas expliquer. Et puis ça veut dire aussi, je ne sais pas quel est l'âge de l'auditrice, que même chez des gens un peu plus âgés, il y a une perméabilité, puisqu'elle dit que sa mère regarde des vidéos YouTube, c'est-à-dire finalement il y a une perméabilité d'un certain nombre de personnes qui pouvaient s'informer dans le temps en lisant les journaux ou les hebdomadaires ou peut-être en regardant la télévision, à tout ce qui traîne ou ce qui circule sur les réseaux. On parlera du film tout à l'heure, mais il y a plein d'autres choses. Et finalement, qui sont absolument tétanisés par une succession de faits et qu'ils imputent systématiquement à une main invisible méchante. Alors ça peut être la mondialisation, ça peut être le complot. C'est pas nouveau, mais avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus large. Rudi Reichstadt, quel traitement, qu'est-ce que vous lui auriez conseillé à cette dame et à sa maman? Le traitement, c'est une vaste question. Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse. Une question à un ça. peu piège, j'en conviens. Mais... Non, mais il n'y a pas de traitement, parce que ce n'est pas de la paranoïa clinique, le conspirationnisme. C'est essentiellement un discours politique et effectivement un discours de rationalisation d'une réalité douloureuse, difficile à assumer, qui effraie aussi. On s'est rendu compte, par exemple, que contrairement à ce qu'on pouvait penser, l'anxiété est corrélée à l'adhésion conspirationniste. On pourrait imaginer qu'au contraire, les gens qui ont peur du virus vont mettre le masque, vont justement croire à l'existence de ce virus. Eh bien non, c'est plutôt le contraire qu'on observe. Donc, ce qui est assez intéressant, parce que sans doute, à travers la théorie du complot, et là, c'est sa fonction psychologique, de consolatrice presque, il y a l'idée qu'il suffit en fait de désigner un bouc émissaire, d'identifier le principe maléfique qui serait à l'origine de ce mal, de cette maladie, Bill Gates, l'OMS, le gouvernement, que sais-je, pour avoir l'impression de maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable et de prendre l'ascendant là-dessus, justement. Nathalie, vous disiez, on va parler du film. Le film s'appelle Hold Up. On en a beaucoup parlé. Il a fait déjà des millions de vues. Ce film diffusé sur Internet qui met bout à bout les thèses controversées qui seraient à l'origine du Covid et les conséquences du Covid. Natacha Polony, qu'est-ce qui fait que lorsque parfois on regarde ce film, je ne sais pas qui l'a regardé d'abord. Qui l'a vu? Qui l'a vu? Ouais. Vous l'avez tous vu? Non, sauf Jean Quatremer. Qu'est-ce qui fait que quand on regarde ce genre de film, ou de manière générale les thèses controversées ou complotistes sur les réseaux sociaux, parfois ça nous met en doute nous-mêmes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que ça marche? Alors, attention, c'est pas le doute qui est dangereux. Le doute, c'est à peu près sain quand c'est un doute raisonnable. Ce qui pose problème, c'est quand le doute devient justement irrationnel, délirant, et qu'il se transforme du coup en certitude. Parce que le complotisme, c'est avant tout une certitude. C'est le fait justement d'avoir trouvé une explication, et souvent une explication unique. Et là, ce que racontait l'auditrice de France Inter, c'est très intéressant, parce qu'elle le disait à qui? À Cynthia Fleury, qui vient d'écrire un livre sur la question du ressentiment.
Et c'est un livre très intelligent parce que ça fait le lien entre la dimension individuelle et la dimension collective. Rudi Reichstadt disait c'est pas une question de souffrance, mais si, en fait, il y a un problème à la fois individuel et collectif. Le ressentiment, c'est quand vous avez l'impression que l'injustice qui vous est faite vous bouffe entièrement et devient une obsession. Et du coup, ça nourrit une haine, une violence parce que vous avez l'impression, vous, d'avoir subi une violence. Eh bien, ça existe à l'échelle d'une société et les deux, en fait, se rencontrent. Il y a donc une souffrance face à cette situation qui est dramatique, qui est celle du coronavirus, avec les angoisses que ça génère, la souffrance à cause du confinement, de toutes les conditions. Et il y a une souffrance collective, c'est-à-dire une souffrance de citoyens qui ont l'impression de ne plus maîtriser, de ne plus être souverains, de ne plus être ceux qui décident des orientations données. C'est-à-dire qu'on est dans une crise démocratique qui explique ce phénomène. Pour vous, Isabelle Saporta, est-ce qu'il vous arrive, vous, de temps en temps, pas forcément sur Hold Up, mais de vous dire, sur des thèses qui peuvent paraître farfelues, de vous dire, finalement, pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Est-ce que ça vous ébranle de temps en temps ? Ça vous arrive ? Mais ça nous ébranle tous. En fait, je veux dire, je trouve que c'est, comme le disait très bien Natacha, c'est normal de douter, c'est normal d'être ébranlé. Non, mais si vous voulez, moi, la question qui me travaille, j'ai lu avec beaucoup d'attention la tribune que vous aviez donnée dans Le Monde il y a quelques jours, c'est cette séparation qu'on est en train de faire nous-mêmes sur ce plateau entre eux, entre guillemets, et nous. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me choque quelque part. C'est-à-dire qu'au fond, vous disiez dans cette tribune que quelque part, vous ne vouliez plus aujourd'hui excuser les complotistes, etc. Moi, la question n'est pas de les excuser. La question, c'est si vous décidez qu'il y a eux et nous, alors nous ne ferons plus jamais société. Moi, je pense que tout le combat de demain, c'est ça. C'est-à-dire de se poser la question, si vous voulez, de comment on refait nous ensemble. Et là, on a une position, pardonnez-moi, que je trouve très judgmental. Je trouve qu'on est très là, entre nous, entre soi, en train de dire, voilà, ces complotistes sont comme ci, sont comme ça. La question, c'est pourquoi vraiment, en fait. Ils sombrent là-dedans. Je ne suis pas d'accord. On n'est pas en train de juger. On essaie, au contraire, on en parle de manière dépassionnée, sans dire, oh là là, c'est les méchants. Peut-être même une des questions à se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas, c'est pas notre faute aussi, les médias mainstream, d'avoir poussé, d'avoir sans doute été trop loin dans voilà comment on doit penser, et celui qui doute ou celui qui émet une interrogation pense mal, et donc là on le pointe du doigt. Moi je trouve que justement le débat ce soir, ce n'est pas de pointer du doigt les méchants complotistes, c'est de se demander pourquoi ce succès-là. Mais la question, si vous voulez, elle est effectivement celle-là, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu malgré tout un discours dominant qui a été un discours qui était, que les élites, entre guillemets, mondialisées ont partagé, qui était effectivement, au fond, le libéralisme est extraordinaire, la mondialisation, c'est du bonheur, c'est de l'enrichissement, tout va très bien, Madame la Marquise. On a connu, au fond, d'abord la crise des Gilets jaunes, qui était un premier stop, qui disait, écoutez, moi, je ne me retrouve pas là-dedans, moi, je ne vais pas mieux que ça. Et on se retrouve avec le confinement, avec le coronavirus, avec cette crise mondialisée, avec en plus un autre problème qui s'est mis là-dessus, qui est la parole politique qui a failli. C'est-à-dire qu'en plus, on a une parole politique qui a menti. Donc, si vous voulez, comment voulez-vous... Ça, pardon, mais c'est pas nouveau, la parole politique. Enfin, non, mais enfin, si vous voulez, tout le temps, il y a eu des campagnes électorales, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Non, mais c'est pas les promesses qui n'ont pas été tenues. C'est là des membres du gouvernement qui vous disent que le masque ne sert à rien. Je veux dire, pardonnez-moi, mais ce n'est pas rien en pleine crise sanitaire. À partir du moment où il y a ce mensonge initial, comment vous voulez qu'on reprenne la main, entre guillemets ? Comment vous voulez qu'on fasse que la parole politique et publique soit entendue, reconnue et perçue comme véritable ? Jean Quatremer. Il suffit de comparer peut-être avec les autres pays européens. Pourquoi est-ce qu'en France, par exemple, il y a un mouvement anti-vaccin particulièrement puissant qu'on ne trouve pas... Il y a des mouvements anti-vaccins dans tous les pays européens, mais qu'on ne retrouve pas à l'identique dans les autres pays européens. En tout cas, pas avec cette ampleur. Pas avec cette ampleur. De même, il y a des mouvements complotistes qu'on trouve en Allemagne, qu'on trouve en Italie ou en Espagne, mais pas avec cette ampleur. Pardon, mais je vous interroge juste une seconde. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'inquiéter sur un vaccin qu'on ne connaît pas encore sans pour autant devenir un anti-vaccin et sans pour autant être un Mais j'y complotiste ? arrive. Mais parce que je rebondis sur ce que venait de dire Isabelle, qui, à mon avis, est extrêmement important. Parce que tout simplement, en France, il y a eu un problème de parole publique. Regardez comment la crise a, par exemple, été gérée en Allemagne. Pourquoi ça n'a pas généré le même type de complotisme, le même type d'opposition, etc. Parce d'abord, on n'a pas menti aux citoyens. On les a pris par la main, on a expliqué ce qui se passait et on a suscité de l'adhésion. En France, ça a été exactement l'inverse. Vous avez parlé effectivement du mensonge initial, jamais reconnu par le gouvernement sur les masques, mais on peut aussi parler de ce qui s'est passé au moment des tests. C'était au début de l'épidémie. On n'avait pas de certitude. C'était un pas mensonge pour vous, il n'y a aucun doute là-dessus. Non, mais, c'est une volonté de mentir et de tromper. Vous savez,
quand vous avez un rhume, quand vous avez la grippe, vous savez bien que si vous éternuez au visage de quelqu'un d'autre, vous allez le transmettre. Moi, j'ai pas fait d'études scientifiques, je suis pas scientifique, mais je sais bien que donc quand on sait que quelque chose se transmet par aérosol, eh ben on se protège. Je vais juste dire ça. Et il faut se dire, si au Japon ils font ça, si en Corée du Sud ils font ça, si à Taïwan ils font ça, peut-être que, certes, ils ne sont pas français, mais peut-être qu'il y a une raison. Donc je pense qu'il y a eu un mensonge fondamental. Et je voudrais, je voudrais continuer sur cette voie, parce que à partir du mois d'août, ce qui était très intéressant, et c'est un article du Monde. L'article du Monde qui a commencé à pointer, et c'est très dans l'esprit cancel culture à l'américaine, qui a commencé à montrer du doigt les gens qui critiquaient la politique sanitaire du gouvernement, qui osait remettre en cause le confinement, les conditions du confinement, les conditions du déconfinement, etc., etc. Et est apparu juste après le terme de rassuriste et le terme d'alarmiste. Et dans le camp du bien, dans tous les journaux, on avait les alarmistes, ceux qui vont dire il y a la deuxième vague, vous allez tous mourir, c'est un danger, etc. Et dans le camp des rassuristes, on mettait ensemble tout le monde, c'est-à-dire les complotistes, des gens qui critiquaient la politique sanitaire du gouvernement, qui faisaient de la politique. Vous, par exemple, Jean Quatremer, je me suis retrouvé dans... Vous avez été le premier, peut-être vraiment un des premiers, dès le premier confinement, vous avez dit pourquoi est-ce qu'on confine, on va tuer l'économie. Vous étiez obsédé, si j'ose dire, par l'économie. Mais je disais, il n'y a pas de débat démocratique. Parce que pour moi, la condition sine qua non de l'acceptation d'une limitation sans précédent de nos libertés publiques, d'une mise à l'arrêt de l'économie qui n'a jamais existé, c'est comment ? C'est un débat démocratique. Étienne Vernel, puis Nathalie Sacré. C'est une très très vieille histoire. C'est la haute fonction publique française explique aux gens comment il faut penser, comment il faut faire. Si vous voulez vous amuser un petit peu, vous allez lire l'arrêté du Conseil d'État qui existait sous l'Ancien Régime du 13 avril 1661 qui enjoint les membres du clergé de signer un formulaire déjà. C'était comme une accréditation, une attestation, une auto-attestation. C'était pour chasser les gens. C'est une vieille tradition française où la haute fonction publique impose par-dessus des choses et forcément, ça génère ce genre de choses. Alors, le complotisme, on n'en a pas le monopole. Et je pense qu'en revanche, oui, nous, les journalistes, nous avons une responsabilité là-dedans. Quelle est-elle ? Celle de ne nous parler qu'à nous-mêmes. Récemment, Peggy Sastre a sorti un certain nombre d'articles de recherche américaine qui montrait pourquoi les journalistes américains n'avaient pas vu venir Trump, ni en 2016, ni là sa résistance qui était comme notoire en 2020. Et pourquoi ? C'est ce qu'elle appelle des bulles de filtre. Et ils vivent dans les mêmes quartiers. Ils se parlent entre eux. Alors, il y a des chercheurs qui ont analysé les interactions sur Twitter. C'est ravageur. C'est-à-dire qu'on voit bien une petite communauté de journalistes qui se parlent à l'intérieur, mais qui ne connaissent pas et donc qui ne croisent jamais un électeur de Trump. C'est bien que nous, effectivement, quand est-ce que l'on croise des gens qui pensent, non pas que la Terre est plate, mais en tout cas que un vaccin peut être une puce de 5G ou ce genre de choses, etc. Et bon, pas assez souvent. C'est un vrai sujet. Si on transpose ces études à la France, on se dit, mais attendez, regardez sur Twitter qui interagit avec qui. Regardez le 11e arrondissement de Paris, où vivent la moitié des journalistes parisiens. Non, mais il faut dire les choses. Et qui pensent la même chose. Et pardon, Isabelle Saporta, qui ne sont pas forcément la pensée unique, ce n'est pas forcément le libéralisme dans cette population-là. Plutôt à gauche. Donc c'est la faute des journalistes, la montée du complotisme ? Non, mais ça n'aide pas. Isabelle Saporta dit c'est à la faute de la parole publique qui a menti, qui a failli, donc ça fait monter le complotisme. Vous dites c'est la faute du 11e arrondissement de Paris, de tous les journalistes qui habitent au 11e ? Ça n'aide pas, mais c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire, vous savez, Les deux se répondent. Le pouvoir politique et le pouvoir médiatique sont des pouvoirs miroirs. Ils fonctionnent ensemble. Et là, pendant la crise sanitaire, on les a vus fonctionner ensemble. Je veux dire, il a fallu attendre des mois et des mois pour que enfin on lise dans la presse, moins la télévision, curieusement. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que là, selon les médias, ça a été très différent. Dans la presse écrite, c'était vraiment l'alignement. J'avais l'impression de lire la presse française en août 1914, il fallait aller à la guerre, et aller à la guerre contre la... Voilà. Tout le monde était aligné. Le petit doigt, je sais, je vous ai croisé d'ailleurs sur la Marne. Et donc, le petit doigt sur la couture du pantalon, aligné. Dans les chaînes d'information permanentes, par exemple, c'est très intéressant parce que comme ils cherchent le débat permanent, eh bien, eux-mêmes ont posé les premières questions. Mais dans la presse écrite, ça a été une bérésina, l'alignement total sur la communication du gouvernement. Sauf, effectivement, sur l'affaire des masques, où là, rapidement, on a dit qu'il y a eu un mensonge. Mais depuis, ça a totalement disparu. Rudy Reichert, moi, j'ai quand même une question, parce que je voudrais que vous définissiez ce que c'est qu'un complotiste. Parce que là, on voit que c'est un grand sac dans lequel on met tout. On met les vrais complotistes, ceux qui pensent qu'on va se faire injecter la puce et la 5G avec le vaccin, et ceux qui disent que les journalistes sont un peu déconnectés de la réalité. D'abord, c'est pas un grand sac. Le terme rassuriste, précisément, a été inventé
par charité, pour pas mettre ces gens qui disaient mais il n'y a pas de problème avec cette épidémie dans le camp des complotistes, si vous voulez. C'est pour vous sauver, Jean Quatremer. Sinon, vous auriez été complotiste. Absolument. C'est pour les distinguer. C'est les méchants. C'est pour les distinguer. Ensuite, le fameux eux et nous, d'accord, frontal que vous décriviez tout à l'heure. Moi, je crois que en grande partie, il est généré par ce complotisme que j'observe. C'est-à-dire que ce à quoi on a assisté quand même dès le mois de mars 2020, c'est à la mise en place d'une dramaturgie dans laquelle on avait le sauveur de la France, qui était le professeur Raoult, qui avait la solution, la bonne solution, que le gouvernement ne voulait pas, voulait interdire, l'hydroxychloroquine, et en face, un peuple victime d'assassins. Je veux dire, c'est Michel Onfray qui a parlé d'assassins quand même. Ça va très loin dans l'accusation et dans le délire. Je pense que, si vous voulez, le schéma manichéen dans lequel Raoult serait un démon ou dans lequel Raoult serait un sauveur était également à rejeter, si vous voulez. Oui, donc, de dire le eux et nous, moi, j'analyse les complotistes en permanence. Le eux et nous, c'est eux qui l'imposent. Est-ce que c'est pas le problème aussi, après je donne la parole à vous Isabelle et à vous Natacha, mais est-ce que c'est pas le problème du fact-checking? Parce qu'on voit, par exemple sur Hold Up, il y a eu quasiment autant... Je ne sais pas combien il y a eu de papiers de tous les médias qui sont allés fact-checker en disant ça c'est des conneries, ça c'est pas vrai, ça c'est des médias qu'on connaît bien, surtout quand on est extérieur à ça. Est-ce que c'est pas déjà les convaincus? Est-ce que finalement le fact-checking permet de convaincre les gens? Il y a plein de critiques qu'on peut adresser au fact-checking fondé, il n'y a pas de problème. Il y a des biais idéologiques, évidemment. En attendant, c'est un travail nécessaire et un travail utile, parce que ça permet à beaucoup de gens qui se posent des questions sincères, qui essaient de décrypter une actualité qui est complexe. Pourquoi? Pas seulement parce qu'elle est complexe, mais parce que aujourd'hui, on vit ce que les spécialistes appellent une infobésité, c'est-à-dire des informations, il y en a de partout, tout le temps, en permanence, et c'est très compliqué de faire le tri. Donc au moins, ça a cette vertu-là, et ça donne des arguments à ceux qui pourraient basculer là-dedans. Est-ce qu'il ne parle pas, comme disait Léa, qu'aux seules personnes qui sont déjà convaincues? Probablement, c'est pour ça qu'il faut aller plus loin, c'est pour ça qu'il y a un contre-discours aussi à mettre en place. Alors, Isabelle Saporta, Nathalie Saint-Cric, puis Natacha Polony, chacun. Non, mais c'est tout à l'heure, quand je vous entendais, comme une boutade, effectivement, dire que par charité, vous laissiez Jean Quatremer, effectivement, dans ce sas, avant le complotisme, en fait. Vous êtes juste dans le sas, Jean Quatremer. C'est déjà bien pour vous. Ce que les rassuristes ont dit, quand même, comme contre-vérité pendant toute cette période. Ce que je veux dire, c'est que... Bien sûr, mais je veux dire... Attendez, Isabelle Saporta, d'abord. Non, mais ce que je veux dire, mais je pense qu'on se retrouvera sur ces questions-là. Ce que je veux dire, c'est que vous vous rendez bien compte que la morgue que vous utilisez pour définir les complotistes ne peut pas les faire adhérer à un autre discours que celui dans lequel ils sont enfermés. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut arrêter d'être méprisant. Parce que dans ces cas-là, on ne fait pas faire de chemin. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça le mépris. Mais si, par exemple, sur Raoult, Raoult a été aussi bien créé, fabriqué, entre guillemets, par les complotistes que par ceux qui luttaient contre lui. Il ne méritait ni cet excès d'honneur, ni cet excès d'indignité. Il a eu droit à une visite du chef de l'État. Il y a un moment... Attendez, il arrive dans le débat public avec une très bonne nouvelle à laquelle on a tous envie de croire, et c'est normal qu'il ait été médiatisé. Il nous dit « j'ai la solution, fin de partie, on a réglé l'histoire du Covid ». C'est évident qu'il était médiatisé après ça. Non, mais si vous voulez, l'impression que ça donne aujourd'hui, c'est qu'au fond, il y a deux camps irréconciliables, qui se regardent en chien de faïence et qui, l'un comme l'autre, sont persuadés que l'autre est un parfait connard. Pardonnez-moi d'être grossière. N'est-ce pas le cas, Isabelle? Mais oui, mais d'accord, mais si vous voulez, moi, la question n'est pas là. La question, c'est comment on refait société. Mais absolument, c'est la question qu'on pose. Je vois Nathalie Saint-Cric bouillir à côté. On passe notre vie à se moquer des États-Unis et du Trumpisme. Les États-Unis sont arrivés et sont aujourd'hui à un niveau où il y a deux pays totalement irréconciliables. Donc si on ne veut pas arriver à là, je pense qu'il faut arrêter de se jauger, de se juger et essayer de faire ensemble. Mais attendez, d'abord, on n'a pas détourné la tête comme si les complotistes étaient des gens vulgaires, lamentables, et bien que nous, les journalistes, on était des gens beaucoup plus intelligents et qu'on les méprisait. J'ai commencé tout à l'heure à dire que la dame qui parlait à France Inter, probablement devait souffrir. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il n'y a pas eu que les chaînes info. Et vous ne sentez pas visée, Nathalie Saint-Cric? Ah, mais moi, alors là, je vais dire, j'en ai rien à faire. Je vais juste continuer. Ne pas ça deuxièmement, ce qui est assez fort dans le hold-up, au début, enfin le film Hold Up, c'est qu'il montre l'incurie du gouvernement, pas le complot, l'incurie. Et ça, l'incurie, il n'y a pas eu que dans les chaînes d'infos, sur toutes les chaînes, on a monté les petits sons avec Olivier Véran qui dit le masque ça sert à rien, puis qui dit mettez tout vos masques. Donc ça, on a fait le boulot. Non, mais j'ai pas encore non plus en train de défendre. Mais là, elle défend sa chaîne. Je ne suis pas dans un comportement hystérique, je suis totalement normale. Donc il y a un élément d'incurie. On peut totalement expliquer, et c'est peut-être pour ça qu'il aurait été plus sain qu'il y ait des débats à l'Assemblée, qu'il y ait des débats sur les chaînes. C'est-à-dire
en gros expliquer aux gens ce qui se passe pour leur faire comprendre après. Et je serais plutôt d'accord, l'espèce de raisonnement de sophisme imbécile qui dit vaccin dit expert, qui dit expert dit labo, qui dit labo dit argent, qui dit argent dit mondialisation, et qui dit mondialisation dit 5G. Alors ça, si vous voulez, avec en plus dans ce documentaire, à un moment donné, une phrase formidable qui est « il est souhaitable d'aller chez le chauffeur de taxi pour connaître la vérité ». Donc il y a 3 sonores de chauffeurs de taxi. Après, on nous montre un type qui fait de la course à pied et qui dit « j'ai arrêté les maths parce que les maths, il y a des dogmes et je suis ouvert ». Mais Natacha. Voilà. Donc, pas de mépris. Faisons les choses à l'Assemblée, à la télé, partout. Essayons. Et puis, discutons avec les gens de Hold Up, discutons avec tout ça. Ce qui manque dans ce documentaire, c'est qu'ils ne vont jamais questionner l'autre. Quant à Éric Raoult, et j'en finis, il a été interviewé en long, en large et en travers par tout le monde. On l'a défendu ici même. En le dédiabolisant, si tant est qu'il ait été diabolisé. Pardon, ça fait depuis 1 an que je l'appelle Éric Raoult, donc je m'en sortirai jamais. Non, il peut rien. On fait nos âges, là, parce que là, clairement, Éric Raoult qui a plus que nous. Hein. Natacha Polony. Je pense que là, on voit à quel point cette crise sanitaire, elle s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est-à-dire que, en fait, nous avons vécu la crise sanitaire comme nous vivions tout le reste, c'est-à-dire dans une dérive démocratique qui, en France, est encore plus forte qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que nous avons des institutions qui, en effet, ne permettent pas qu'il y ait de débat à l'Assemblée nationale, qu'il y ait véritablement une façon de mener la politique qui soit soumise à la volonté du peuple. Ici, c'est quand même hallucinant d'être dans un pays où on attend une fois par mois qu'un homme vienne nous dire si on a le droit de sortir et s'il faudra montrer un papier. Attendez, on a eu mieux cette fois. Parce qu'il y a eu l'intervention d'Emmanuel Macron, il y a eu l'intervention de Jean Castex, évidemment, mais il y a quand même eu aussi l'intervention du professeur Salomon. La phrase de la semaine, c'est pas Macron. C'était sur France Info. Et voilà donc comment nous allons passer Noël cette année. On peut aller chez Papy et Mamie à Noël, on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en 2, Papy et Mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. Terrible. Vous avez compris comment vous allez fêter Noël, Natacha Polony ? Surtout qu'on parlait de mépris et d'infantilisation. Papy et mamie, moi je ne peux pas entendre ça. Pardon, c'est la reprise du terme employé par Jean Castex. Bien sûr, mais... Alors, terminez Natacha, puis Jean Quatremer. Peut-on parler aux Français comme ça ? Mais on parle comme ça parce que quand on ne traite pas les gens comme des citoyens, ça donne ça. Et ça fait des années que ça dure. Et ça fait des années que les médias participent à ça en expliquant aux gens comment il faut penser. Parce que sur le professeur Raoult, ce qui s'est passé, c'est par exemple un journal comme Marianne qui a tout simplement fait des articles pour analyser les conflits d'intérêts et les luttes de pouvoir au sein du milieu médical. On a immédiatement eu des gens qui nous ont dit « Vous soutenez le professeur Raoult, c'est une honte ». Il faut être dans un camp ou dans un autre. Et c'est un réflexe médiatique. Et c'était vrai pour tous les débats qu'il y a eu ces dernières années. Regardez le Brexit, c'était pareil. Et là, on va nous expliquer, oh là là, les Brexiteurs ont menti. Mais en face, ils ont menti aussi. C'est-à-dire que tout le monde a menti. Jean Quatremer, mais simplement, oui, je termine juste. C'est un problème institutionnel, c'est un problème médiatique et c'est un problème plus vaste qui est un problème de confiscation de la parole publique pour servir un système économique dans la mesure où vous avez l'idée d'une bonne gouvernance qui vous explique qu'il y a une manière de faire et que tous ceux qui ne pensent pas pareil sont des abrutis. Étienne Jarnel n'est pas d'accord et après je vous donne la parole parce que je crois que vous êtes d'accord. Le système économique, il faut arrêter avec ce truc du libéralisme, c'est toujours ça. On est quand même le pays le moins libéral d'Europe et de oui, mais on est dans un système néolibéral. Vous avez toujours pas compris ce que c'est que le néolibéralisme. On est dans le pays le plus socialiste du monde industrialisé où il y a les prélèvements les plus forts. Mais c'est vrai, ce sont des faits, je suis désolé. Mais ce n'est pas ça le néolibéralisme. Pourquoi vous vous renseignez pas ? Les journalistes de gauche en France racontent toujours systématiquement le même truc. C'est que le néolibéralisme... Vous avez déjà entendu parler du libre-échange ? Oui, mais lisez. Dans les propos d'Isabelle Saporta, c'est comment, effectivement, raccrocher les wagons pour éviter d'avoir à terme deux France totalement irréconciliables. Et je trouve ça vraiment... C'est une question importante. Et je pense que ça passe par la parole politique. Moi, je suis fasciné. La séquence récente, il suffit de regarder Emmanuel Macron. On va se contenter d'Emmanuel Macron, parce que je ne vais pas tirer sur Véran, c'est vraiment une ambulance, mais en tous les cas sur Macron. Non, parce qu'il a menti, il a menti, dit tout et son contraire, il n'a jamais reconnu ses erreurs. Là, Macron, en l'espace le président, en l'espace de 1 mois et demi, nous annonce, je vous rappelle, il y a 1 mois, qu'on va avoir 400 000 morts si on ne confine pas. Le lendemain,
le lendemain de cette annonce, on voit la courbe qui commence, donc des contaminations qui commencent à baisser. Pour quelle raison? Je n'en sais rien, je ne suis pas médecin. Il se basait sur une projection, un travail de l'Institut Pasteur. Voilà, exactement. Voilà. Sauf que... C'est une modélisation, une règle de 3 aberrante. Mais ce que je veux dire, c'est que, très bien, il a pu se tromper. Et ce sont des modélisations, pour être tout à fait précis, qui évoluent jour après jour. Voilà, c'est pas de la prospective. Sauf que, un mois après, on aurait pu s'attendre à ce qu'il explique qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, que les prévisions étaient fausses, que je vous ai dit 400 000 morts, je vous ai fait très peur, et effectivement, c'est pas produit comme ça, que le confinement allégé, finalement, a aussi bien fonctionné que le confinement à la chinoise qu'on a connu au mois de mars-mai, etc., etc. Et ça, jamais vous n'entendrez un membre du gouvernement reconnaître qu'il a eu tort. En revanche, si, vous l'entendrez à quel moment? Lors des commissions d'enquête. Et ça, je conseille à chaque téléspectateur de regarder ce qui se passe tant au Sénat actuellement que à l'Assemblée nationale. Et vous entendez les hommes politiques, là, pour une fois, parce que comme derrière, il y a un risque de passer en haute cour, donc là, je peux vous dire qu'ils y vont, ils font très attention, vous avez entendu des choses absolument incroyables. Comme Édouard Philippe dire, voilà, on a pris des décisions parce que on ne savait pas, donc c'est déjà bien. Moi, je trouve ça merveilleux. Enfin, quelqu'un qui dit « je ne sais pas ». Donc, on a tapé large, parce qu'on n'avait qu'une seule peur, c'est de se retrouver devant un tribunal un jour. Ah ben voilà. Oui. Ben, vous entendez ça, et ben moi, je suis réconcilié avec le pouvoir. Oui, mais parce qu'enfin, on comprend. Pardon, quand même, cette confusion entre la responsabilité politique et la responsabilité pénale, c'est un vrai problème. Oui, c'est un vrai problème. On est responsable, normalement, quand on est politique, devant les électeurs, pas devant des magistrats qui, eux aussi, d'ailleurs, peuvent être politisés. Mais sur la parole publique, sur la parole du président de la République, vous la trouvez critiquable parce que vous avez l'impression que c'est totalement... Natacha, vous avez l'impression que c'est tous les mois, il vient à la télévision nous expliquer ce qu'on doit faire. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ce que les Français attendent? Pour l'instant, ça marche. Regardez oui, je suis désolée de parler de sondages, mais ils les regardent, on les regarde aussi. Les sondages, ils montent comme si les Français, je ne sais pas, avaient besoin d'avoir la prise de température tous les mois par le président de la République. Étienne Vernel, Isabelle Saporta. Je ne sais pas. C'est très difficile de juger, de toute façon, de l'action d'un gouvernement dans ces circonstances-là. On peut le faire à chaud, après, etc. Lui, il monte, je ne sais pas si ça va lui profiter ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un climat de violence dans le pays qui est assez délirant, que le quoi qu'il en coûte, ça va s'arrêter, hein, parce que ça, pour le coup, c'est un mensonge. Un vrai mensonge, ça va s'arrêter, parce que c'est de l'argent magique, ça n'existe pas l'argent magique, c'est de la fausse monnaie qui a été émise par la BCE, et nous empruntons, et nous donnons de l'argent, et nous signons des chèques en bois. On en parlait tout à l'heure avec Arnaud Montebourg notamment. Oui, c'est un vrai sujet, c'est un grand mensonge, les gens ne sont pas bêtes, ils le savent. Donc ce climat de violence-là, c'est plutôt ça qui est inquiétant. La cote de popularité de Macron, d'une certaine manière, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qui va venir après, et quand tous ces gens qui sont cadres, dans le middle management, comme on dit, de ces grandes entreprises vont se retrouver au chômage, qu'est-ce qui va se passer politiquement en France? On ne sait pas. Alors, climat de violence, climat de défiance aussi, là je me tourne vers vous, Brice Teinturier. Défiance envers les politiques, ça on le savait, c'est pas nouveau, envers les médias, c'est pas nouveau. Vous avez sorti une enquête il y a quelques jours qui disait que maintenant ce sont la parole scientifique aussi qui est remise en cause. Donc finalement, ils croient quoi, ils croient qui les Français aujourd'hui? Mais ils croient de moins en moins une catégorie institutionnelle ou autre. D'ailleurs, je pense que les gens qui sont beaucoup, on le voit bien quand on analyse leur mode de raisonnement, qui pensent beaucoup qu'il y a un complot, sont précisément des gens qui ne doutent pas, sont des gens qui affirment beaucoup, et toute la difficulté, c'est de les amener au doute ou au doute raisonnable. Et dans nos enquêtes, ce que nous voyons aujourd'hui, et là c'est un chiffre colossal, c'est 45% de Français qui considèrent que les informations qui sont données aujourd'hui sur l'état de l'épidémie en France sont volontairement fausses. Volontairement fausses. Voilà. Et 55% aussi exactes que possible. Donc on voit d'ailleurs ce qu'il y a derrière ce volontairement fausse. C'est une affirmation, là encore. C'est l'idée qu'on trompe délibérément la population. Et c'est particulièrement élevé chez les sympathisants du Rassemblement national. Là, on est à 64%. C'est également élevé, et particulièrement élevé chez les plus jeunes. Donc il y a une structure aussi de perception de qui parle et qu'est-ce qu'ils disent qui rend les Français de plus en plus poreux à ce type d'explication. On nous trompe délibérément. Ils ont confiance en qui, les Français ? Pardon ? Ils ont confiance en qui ? Ils ont encore confiance aux scientifiques, puisque là, malgré tout, on voit que 70% des Français. Mais c'est très en baisse. Vous avez sorti une enquête, il me semble, dans Le Monde, qui montrait qu'ils avaient perdu 20 points depuis le début de l'épidémie. Non, pas 20 points, parce que là c'était pas 95 à 75%? Non. Vraiment, sur un indicateur comparable, on était plutôt à 78, mais il y a une baisse incontestable. Il y a un trouble. Il y a notamment de plus en plus de Français qui considèrent que quand un expert ou un supposé expert vient s'exprimer sur un plateau, eh bien,
plus des 2 tiers des Français nous disent « je ne sais pas si véritablement c'est un expert ». Donc il y a un grand désarroi, une difficulté à repérer qui dit vrai ou qui affirme des choses de manière argumentée, un peu crédible ou pas. Le conseil scientifique, vous voyez qu'on n'est qu'à 60% de confiance, ce qui n'est pas énorme. Les laboratoires pharmaceutiques, ce n'est pas nouveau, mais là la défiance est majoritaire et le gouvernement retrouve pour d'autres logiques aussi un niveau très faible. Donc on est dans un pays où de plus en plus la défiance s'accroît et où par rapport à la complexité d'une situation, de plus en plus de catégories de Français justement affirment qu'il y a des causes uniques. C'était la cause de Polyakov, la causalité diabolique, ce qui permet aussi de trouver une explication à ce qu'on a du mal à maîtriser. Rudy Reichardt, je voudrais vous faire réagir quand même sur ce chiffre que je trouve personnellement stupéfiant. 45% d'informations volontairement fausses. Les Français pensent 45% disent qu'on leur donne des informations volontairement fausses sur l'épidémie en France. Oui, mais je pense qu'on manque quelque chose d'essentiel, puisqu'on est trop centré sur la France depuis le début de ce débat. Juste prenons un peu de hauteur et regardons ce qui se passe dans les autres pays. En Allemagne, vous avez parlé de l'Allemagne tout à l'heure, des manifestations monstres, des dizaines de milliers de personnes qui manifestent avec des mots d'ordre complotistes, radicaux. En Grande-Bretagne, pareil. Aux États-Unis, pareil. Au Canada, pareil. Tous ces pays n'ont pas le même gouvernement. Ce pas des manifestations monstres, c'est l'AfD en règle générale. Et c'est des anti-masques, on a eu voilà. 200 à Paris, il y en avait 20 à 30 000 à Berlin. C'est l'AfD qui soutient ça, alors qu'en France... Donc il y a une variable politique importante à prendre en compte. Mais c'est rien, ils sont 83 millions les Allemands. Ce que je veux dire, c'est que si on rabat sur la question du complotisme, sur celle de la défiance, on ne comprend que la moitié du problème. On ne comprend pas que le complotisme, c'est aussi une question de crédulité, d'être prêt à croire, et à croire en l'occurrence n'importe quoi. Et que cette crédulité, elle est exploitée par des entrepreneurs de politisation conspirationniste. Aux États-Unis, il a été au pouvoir pendant 4 ans, cet entrepreneur de politisation conspirationniste. Il a menti en permanence jusqu'à après sa défaite. Ça a des effets, c'est ça que je veux dire. Et pourquoi est-il arrivé au pouvoir, pardonnez-moi? Mais bien sûr, pourquoi il est arrivé au pouvoir? On doit se poser en fait. Alors, comme il nous reste 3 minutes, on va vous donner 30 secondes chacun avec cette question. C'était la grande question, mais qu'on a déclinée sous le versant économique, puis sous le versant de l'autorité. Comment rétablir la confiance, comment sortir de cette tension, de cette défiance, de cette violence qu'on ressent dans la société. On l'a vu encore avec... Oui, c'est dur, vous avez 30 secondes, prix Nobel. Hein. Non, mais on arrive à 2021, on a terminé cette année qui est très dure. On avait commencé l'émission comme ça en disant c'est vrai que cette année 2020. On peut encore avoir des surprises en décembre. Hein. On peut encore... Oui. Encore aujourd'hui, on a eu ces vidéos qui ont circulé de cette interpellation très violente. Alors voilà, d'un mot, chacun, comment... Peut-être un peu d'espoir, je suis désolée, mais on en a besoin aussi. D'un mot, comment on rétablit la confiance? Étienne Vernel. Écoutez, Sion disait qu'évidemment le peuple du pessimisme, nous sommes tous des farceurs, nous survivons à nos problèmes. Donc évidemment, on y survit toujours. Faire preuve d'un peu d'honnêteté, hein, c'est toujours bien que Macron dise ouvertement cet argent, on ne l'a pas, par exemple. Et on va essayer de se débrouiller, ce genre de choses. Ou quand on supprime des centrales nucléaires, oui, ça va faire monter les émissions de CO2. Ça coûte rien de le dire, c'est un choix de société. On peut donc dire les choses de manière plus franche et plus claire. Voilà. Natacha Polony. Rétablir une véritable démocratie. C'est-à-dire de faire de mener la politique pour laquelle les gens votent, de considérer qu'une voix vaut une voix et qu'il n'y a pas les sachants et les abrutis, les crétins, quel que soit le nom qu'on leur donne, populistes, complotistes ou quoi, et faire en sorte de construire un système, en particulier en France, qui permette de traduire la volonté du peuple délibérant, c'est-à-dire capable de discuter avec des instances pour ça. Nathalie Saint-Cricq. Comment faudrait-il qu'ils votent? Probablement cultiver l'esprit... Ils voteront s'ils peuvent délibérer. Ça serait bien, je le souhaite vivement. Probablement cultiver l'esprit critique, ça en revient au débat précédent, c'est-à-dire que ça doit se faire à l'école, ça doit se faire tôt, ça doit se faire par des rencontres entre des gens qui ne se parlent pas, parce que ce qui me frappe tout à l'heure, on en a parlé un peu avec les journalistes, c'est qu'il y a des populations qui cohabitent, mais qui n'échangent pas, donc il faut trouver toutes les solutions, alors ça a l'air un peu crétin ce que je dis, mais faire en sorte qu'il y ait des communications entre le monde de l'entreprise, les fonctionnaires, c'est-à-dire si on ne veut pas qu'on soit une succession de catégories, les journalistes dans un coin qui parlent à personne, qui se prennent pour des gens supérieurs, je pense qu'il faut trouver des lieux de rencontre et pas simplement sur Internet ou sur le chat. Vous regardez beaucoup Isabelle Sabattin, donc à vous Isabelle, pour votre solution. Non, moi, c'est pas une solution. Je voudrais qu'on ait tous ce soir une pensée en fait pour la jeunesse. Parce qu'avec ce confinement, parce qu'avec ce qui s'est passé là, en fait, on a fracassé notre jeunesse. On a fait le choix, en confinant, au fond, les personnes en pleine force vive, de fracasser cette jeunesse. Et moi, je suis très inquiète quand je vois la pauvreté qui monte dans notre jeunesse, quand je vois effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'effectivement la question du complotisme se posait de plus en plus dans cette fraction de la population. Et j'aimerais
au fond, que demain, les politiques se posent un tout petit peu plus la question de l'avenir de notre pays et donc de notre jeunesse. Jean Quatremer. Moi, je suis extrêmement inquiet, je ne vous le cache pas, je suis devenu catastrophiste même. Je pense qu'on a fracassé au cours de cette crise notre démocratie. La Ve République a été jusqu'au bout de sa logique autoritaire et c'est un drame. Et on a fracassé notre économie, exactement comme on a pu le faire dans le passé au moment des guerres. Et en fracassant notre économie, en la mettant à l'arrêt, eh bien, on a sacrifié, et je suis d'accord avec Isabelle Saporta, l'avenir de nos jeunes. C'est-à-dire l'avenir de mes enfants est compromis par une politique qui a été décidée sans aucun débat par un homme seul. Et ça pose un vrai problème. Par une épidémie. Oui. À l'origine, par une épidémie. Oui, par une épidémie. Mais quand on voit, par exemple, qu'en France, nous avons une récession à moins 12%, pendant qu'en Allemagne, la récession sera à moins 4%, qu'en Chine, ils sont déjà à une croissance de 3%, là, la France a vraiment décroché du jeu mondial. Et on a un problème. C'est dommage que les bars soient fermés. Vous me donnez envie d'aller boire ce soir. Rudy Reichstadt, pour finir. Écoutez, c'est vrai que les jeunes sont plus perméables à ces choses-là parce qu'on sait qu'ils s'informent prioritairement sur les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux, on n'a pas parlé ce soir d'Internet, le smartphone, ce que ça fait à tout cela. Mais évidemment que c'est un carburant énorme pour le complotisme. Le complotisme, ça n'est pas un symptôme de la défiance seulement. C'est aussi un agent actif de sape de la confiance qu'on peut avoir dans nos institutions en général, dans la parole scientifique et dans la parole de la presse et des médias en particulier. Donc, moi, je plaide pour qu'on cesse de trouver des excuses aux gens qui sont des cyniques et des théoriciens du complot et qui agitent ces choses-là. Merci beaucoup à tous d'être venus ce soir débattre avec nous. C'est la fin de ce numéro de Vous avez la parole, Léa.